Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, Engagée de Nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux. Aujourd'hui, je reçois un Chief Poetic Officer, conférencier et poète d'entreprise. Globetrotter, contributeur au journal Les Échos, il a travaillé dans de grands groupes avant de partir faire un tour du monde et d'écrire des livres inspirants. Il donne aujourd'hui des conférences sur l'art de trouver sa voie, le bonheur ou l'optimisme, et sur l'éveil des richesses humaines via des voyages poétiques participatifs. Nous allons parler avec le poète en chef du thème de son dernier livre chez Marabout, Trouver son point G, G pour génial, et découvrir comment mettre son originalité au service de l'humanité. Je suis plus que ravie d'accueillir Vincent Avanzi. Bonjour Vincent. Bonjour Anne. Alors, c'est quoi un Chief Poetic Officer et quel est le pouvoir de la poésie dans nos vies ? Alors ici nous faisons une pause. Une pause pour oser composer la métamorphose du cosmos en osmose. Bienvenue dans un voyage au cœur du lac de votre musique sous l'arc-en-ciel poétique de vos talents uniques. C'est un message d'introduction. Très joli, merci. Pour coller à ça, c'est-à-dire que la poésie, c'est comme la beauté. Je pense que ça peut sauver ou changer le monde. Et on peut changer les mots aussi pour changer le monde. Et j'aime beaucoup en fait cette expression-là parce que des mots précèdent la réalité. Et la poésie a des vertus qui sont essentielles. Et c'est pour ça que c'est un art qui a traversé un petit peu toutes les époques en fait depuis des millénaires. C'est que à la fois c'est le champ lexical qu'on utilise, comment trouver le mot juste dans la communication au présent. C'est le champ des possibles pour essayer de contempler un idéal ou se projeter dans un avenir commun. Et puis c'est le champ émotionnel pour essayer de toucher le cœur des gens et d'aller se connecter en fait à l'âme du monde et aux sources de l'être. Donc c'est un vecteur très vertueux de libération de la parole, de manière de se trouver soi dans sa singularité, puis d'éclore au monde. C'est très beau, d'éclore au monde. Alors tu dis que tu as mis 20 ans, parfois c'est toute une vie, parfois jamais, pour trouver ta voie, en tout cas ta place dans la société, ta singularité, ta vocation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, Vincent ? Je pense qu'il y a eu un gros point de bascule qui a eu lieu quand j'avais 25 ans, où j'ai gagné un tour du monde. Et je l'ai gagné alors que je sortais d'une école de commerce, cherchais un travail et c'est tombé dessus en fait et j'avais en gros 12 mois pour l'utiliser, sinon j'allais le perdre. Et en fait donc je suis parti à l'aventure sans préméditation. C'est incroyable ça déjà de gagner un voyage autour du monde. Honnêtement c'est encore mieux que de gagner de l'argent au loto. Parce que c'est vraiment, en fait, on t'envoie dans un voyage initiatique de transformation qui, en fait, fondamentalement, va bouleverser ta vie bien au-delà de tout achat ou voyage que tu peux faire. Je dis voyage, en fait, parce que c'est, avec Air France, j'avais aussi le choix de faire, un grand voyage ou 2 voyages plutôt que de faire, justement, un tour du monde comme ça. Et en plus, ils te donnent une deadline, ils te disent, là, c'est maintenant tout de suite, utilise-le, quoi. Ouais. Donc, t'as pas trop le choix. Exactement. Et après, c'est aussi ça, ce concept de yes man, de yes woman. C'est-à-dire que comment tu saisis les opportunités qui te viennent à toi, en fait, sur le chemin et donc je suis parti en regardant sur une map monde tous les pays où en fait je rêvais d'aller et quelque part en fait en Asie après être allé en Chine, en Inde ou au Japon, en Amérique latine, etc. Je pense que c'est des différents signes qui me sont arrivés sur le chemin, d'impression d'être un petit peu en mission, tu vois, il y a un peu ce truc-là du syndrome des Indes, où tu es un peu déterritorialisé, où tu renais sur une version un peu plus neutre, vierge de toi-même, et tu trouves un peu ton essence. J'ai découvert, moi, le mot ou le concept de l'harmonie, tu vois, quelque part en Asie, lié au bouddhisme, au nirvana,
Et c'est devenu en fait depuis en fait un petit peu ma mission de vie parce que je sais pas en fait ce mot-là pour moi c'est un peu le mot le plus essentiel pour l'avenir de l'humanité parce que c'est à la fois l'harmonie intérieure de soi sur son alignement, l'harmonie avec les autres, sur la connexion avec autrui, l'harmonie avec la nature, et donc la planète, l'harmonie dans les organisations et puis dans les religions aussi en fait. Donc et donc c'est pour moi en fait un mot en fait sur lequel on peut s'appuyer en termes de socle et d'équilibre pour co-créer le monde de demain. Et donc ça a été ce point de départ là en fait qui a changé ma vision de la vie puis ma trajectoire de vie. Et Ce serait ça ta vocation, l'harmonie? ouais, c'est de créer un monde d'harmonie, ouais. Et moi j'ai d'utiliser la poésie pour ça, de réenchanter le monde à travers la poésie pour créer un monde plus harmonieux. Et c'est ça mon point G, mon point génial. C'est-à-dire en fait cette notion là de tu sais moi, je demande souvent, en fait, pas quelles sont tes 3 valeurs clés, mais plus, en fait, quel est ton mot-clé de vie, ce qui est fondamental pour toi, parce qu'en fait, ça permet de pas avoir plusieurs choses qui vont qui vont avoir un message un petit peu diffus. C'est-à-dire quand tu as juste un mot, en fait, en termes de prisme ou de boussole, c'est très simple, en fait. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu es, tu le mets à travers ce prisme-là. Et donc ça, c'était le point de départ. Et puis ensuite, ça a été un long chemin pour, au final, explorer des voies, en ne pas trouver la mienne et au final en créer une, donc le côté Chief Poetic Officer. Alors à la suite de ça, tu as écrit quelques livres sur ce voyage qui t'a beaucoup inspiré. Et puis tu en as fait un deuxième voyage, c'est ça? Ouais, ça s'appelait Une Odyssée humaine, les 12 travaux d'Hercule, mais des reculs de l'art de vivre ensemble, comment on peut se changer soi pour ensuite changer le monde. Il y a Rumi qui disait, une très belle citation, il disait que avant j'étais intelligent, je voulais changer le monde, maintenant je suis sage et je voudrais me changer moi-même. Et je trouve ça très beau en fait ça commence par là. Ouais, exactement, ouais. Et clairement, et avant tout, ouais. Et donc pour à la fois trouver sa voie et puis vraiment avoir un impact en fait qui soit déconnecté de son ego aussi. Et trouver à la fois sa singularité d'un côté, puis une cause qu'on a envie de défendre. Ça, pour moi, le leadership éclairé de demain, c'est ce leadership où on n'est pas là pour briller, mais pour éclairer. Et donc c'était une série de 12 expériences humaines, à la fois physiques, humanitaires, spirituelles, émotionnelles, pour pouvoir trouver vraiment ma voie au final et trouver cette lumière-là, du 5e élément, ce flow. Et en fait, on est sorti de là, en fait, un bilan de soi avec, d'un côté, quand tu mets en fait tes savoir-être, tes qualités, tes talents d'un côté. Moi, pour moi, c'était la poésie qui en est ressortie en termes de passion. Après, toutes tes compétences et savoir-faire, moi, c'était le milieu de l'entreprise, en partie. Et puis après, sur le côté, l'autre colonne qui pourrait être en fait tes rêves, tes envies et les besoins du monde. Moi, pour moi, c'était cette notion-là à travers tous les stages de développement personnel que j'ai pu faire ou toutes les rencontres, ça a été cette notion d'humanisme profond, de voir l'unité dans l'humanité, le dénominateur commun de l'humanité à travers ce voyage-là. Il y a un terme qu'on utilise souvent en ce moment ou depuis un certain temps qui a été démocratisé par les astronautes, par Jean-Pierre Gou sur le projet Blue Turn, l'Overview Effect. Ouais, on a fait des super podcasts avec lui sur le sujet, oui. Et en fait, l'Overview Effect, tu peux l'avoir de l'espace, mais tu peux aussi l'avoir sur Terre, en fait. Et notamment quand tu fais un tour du monde et tu vois en fait toutes les cultures et les peuples de l'humanité en un laps de temps très court, tu ressens en fait cette émotion-là en fait de dénominateur commun. Tu le ressens aussi quand tu vois un fœtus dans une échographie dans le corps d'une femme ou quand tu es en train d'être connecté à la Terre, alors, dans ton jardin à la Terre, parce que tu es connecté en fait au globe terrestre en fait. Donc il y a d'autres moyens en fait plutôt que d'aller dans l'espace. Exactement. Et donc en sortant de ça, ça a été ça un petit peu la révélation de voir comment réenchanter le monde à travers la poésie. Alors, est-ce qu'on a tous une vocation, une voie royale, un fameux point G, génial, un point culminant, et tu parles d'orgasme de notre âme. J'aime beaucoup cette phrase, ou puiser la magie tout au fond de soi. Tu parles même de transformer sa vie en œuvre d'art. Je pense qu'on a tous une zone érogène aussi, pour continuer à filer la métaphore, mais je pense qu'on a tous une part de magie à l'intérieur de nous, une part de lumière, une part d'humanité, une part d'éternité aussi. Et quand on utilise la métaphore aussi de la part de colibri, c'est justement ça, c'est comment est-ce que chacun peut être dans sa propre zone de talent, dans son flow, pour contribuer au monde qui nous entoure et donc en gros à notre destin commun. Et c'est ça pour moi une société en harmonie. C'est une société où chacun est à sa juste place entre une
réalisation personnelle et une contribution collective, son unicité sublime et une utilité publique, une plénitude personnelle et une harmonie universelle. Et donc c'est vraiment être dans cette justesse-là, d'être pleinement dans son flow. Et oui, donc chacun en a, clairement, on a tous du génie en nous. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait souvent référence au génie de l'histoire, avec des QI importants, des inventions, etc. Mais le génie qu'on a à l'intérieur de nous, ça peut être une valeur humaine, ça peut être dans les points géniaux que je vois en fait dans les ateliers ou dans le coaching, ça peut être l'amour, le rire, la joie, l'empathie, la créativité, la stimulation intellectuelle, l'aventure, la conscience. Tous les mots en fait peuvent être incarnés de manière différente. On a tous une valeur ajoutée à partir de quelle en fait qu'on peut utiliser comme cadeau en fait à offrir au monde. Moi j'adore cette citation de Picasso en termes d'équilibre à nouveau, qui dit que le but de la vie c'est de trouver ses dons. Et le sens de la vie, c'est d'en faire don aux autres. C'est très beau. Cet équilibre-là entre prendre et entre donner. Ah oui. Alors, de votre point génial à votre voie idéale, comment détecter ses talents, Vincent? Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède, disait Flaubert, que tu cites. Et tu parles de 4 escales pour trouver ta voie, pour trouver sa voie dans ton livre. Ouais, parce que je pense que tout ne se fait pas du jour au lendemain et c'est tout le temps pas à pas, page à page, rêve à rêve et vers à vers qu'on avance sur notre chemin. Et en fait, c'est toujours un voyage transformationnel. Et donc, ouais, c'est 4 E que j'utilise dedans. Le premier, c'est l'envol et l'étincelle de génie qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a tous. Et donc, le premier E, c'est l'émerveillement. Renouer avec ces notions-là, en fait, de merveille et puis de pouvoir se découvrir soi. Dans ses talents, c'est pour ça il y a des notions de psychologie positive aussi dedans, mais bâtir l'avenir sur ses propres talents qu'on a déjà en nous, en fait, trouver son point G, quelles sont nos forces vivantes, nos richesses humaines intérieures, et chacun nous en tant qu'ovni, en tant qu'objet vivant non identique. Je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas le fait d'être le meilleur, mais l'unique. Tu vois, d'être pas le meilleur au monde, mais le meilleur pour le monde. Donc ça, c'est la première partie, c'est comment se découvrir soi vraiment dans son plein potentiel, trouver son étincelle. Le deuxième E, c'est l'épanouissement. Comment est-ce qu'on peut devenir soi, grandir, s'élever, s'aligner et devenir qui on peut être vraiment en fait à travers un bilan de soi, justement sur ce que je disais tout à l'heure, en fait sur les collants entre tes passions, tes compétences, tes rêves, tes envies pour le monde. Et puis là, par exemple, on peut travailler sur l'auto-louange. Ouais. Je trouve ça très beau. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Tu peux nous donner un exemple ? Ouais, l'auto-louange, en fait, c'est le fait d'écrire un poème en règle générale sur ce qui fait notre plus beau cadeau à offrir au monde, c'est-à-dire se mettre soi en tant que talent ou qualité ou cadeau à offrir au monde. Moi, la mienne, en fait, qui est dans le livre, s'appelle la plume, et c'est justement sur cette notion-là, en fait, de ce que peut faire la plume, en fait, dans le monde. Et on appelle ça aussi en Afrique, en fait, le kasala, cette notion, en fait, d'être, en fait, dans là, pour le coup, un mouvement d'extase, de se transcender à travers les paroles et puis être vraiment qui l'on est. Donc, c'est une gloire à soi, mais de manière pas du tout corrélée à son ego. C'est quelque chose, en fait, de juste aller dans la noblesse de son âme et de qui on est vraiment, en fait. Donc, est-ce qu'on cherche pas trop parfois justement à mettre l'ego de côté alors qu'il fait partie de nous, de notre personnalité, on est ombre et lumière, et d'accueillir aussi cette dualité? C'est vrai que dans le développement personnel, on a tendance à mettre l'ego, à voir comme le mal, le mental, etc. Comment ça te fait réagir, ça? En fait, moi je le vois pas comme ça en fait déjà, c'est-à-dire que c'est pas pour anéantir son ego, c'est plus pour l'équilibrer en fait, le mettre au service d'eux. L'ego effectivement, et moi je peux te dire par exemple, tu vois, j'ai peut-être un gros ego, tu vois, mais en fait je pense pas que tu le ressentes en fait dans ma manière d'être. Non. Tu vois, par exemple, tu vois dans la poésie que j'écris par exemple, tu vois, quand je faisais du hip-hop avant, j'utilisais le jeu beaucoup. Tu vois, c'est un art thérapeutique. Oui. Et je décrivais ma vie, mes envies, etc. Et en fait, quand je suis passé à la poésie, passant de la musique à la plume, je suis passé du jeu au nous. Et d'un art thérapeutique personnel à un art utopique collectif. Oui. C'est-à-dire, en fait, mettre le nous dans un horizon commun. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, par exemple, je parle jamais de moi dans toutes mes poésies. Si ce n'est dans l'auto-louange que tu viens de citer juste avant. Et en fait, donc l'ego, en fait, il est là pour être sur scène, pour porter ce message-là, mais il n'est pas là dans le message en tant que tel. Donc tu vois, c'est toujours un équilibre que tu peux trouver. Mais ouais, bien sûr, de toute façon, il faut, même pour aller sur scène, tu vois, il faut avoir une certaine confiance en soi et puis aussi une certaine conviction
dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense. Et donc ouais, je pense que c'est juste en fait de pas juste l'utiliser comme un outil en fait, comme un outil pour pouvoir accomplir sa mission. Oui. Alors la troisième escale, c'est l'engagement, c'est ça? Ouais, donc ensuite donc on passe du jeu au nous. Une fois qu'on devient pleinement soi et qu'on a trouvé une voie royale, après en fait on s'ouvre en fait sur le nous, et en fait le troisième E, c'est l'engagement et comment servir la société. C'est-à-dire comment développer sa conscience du monde et voir en fait quel type d'impact on veut avoir et quelle zone d'influence et quelle cause on veut défendre. Donc c'est ça aussi, c'est cette ouverture vers justement vers le nous. Et puis le quatrième E, c'est l'enchantement. C'est comment est-ce qu'on peut bien vivre ensemble, Mmh. tous, en harmonie, dans cette justement où chacun est à sa juste place dans un monde réenchanté demain. Et donc, et c'est là où en fait ça devient quelque part une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est cette notion-là de monde réenchanté où on est tous un cadeau, on représente tous en fait un cadeau à offrir à un être humain, tu vois, sur chacun sur notre branche de l'être dans l'arbre des possibles qu'on représente pour demain. Et c'est et ouais, on peut tous en fait créer quelque chose de beau, de magique, et c'est ça aussi. On parlait de la poésie tout à l'heure, mais il y a aussi le poétique. Et le poétique, c'est justement cette manière d'habiter poétiquement le monde, c'est de voir le beau, le subtil, le bon, le bien, les énergies invisibles, Mmh. les auras, etc. Et donc ouais, c'est là où en fait ça devient un peu une œuvre d'art. C'est-à-dire que tu vois aussi désacraliser l'art. L'art n'est pas réservé à un génie élitiste. Tu vois, l'art c'est juste le reflet de son âme avec authenticité. Il n'y a pas de prix de récompense, de cohérence, de technique. C'est juste une manifestation de soi humaine vers le monde. Et ce process permet justement d'arriver à ça, d'arriver à concrétiser cette œuvre d'art, d'aligner, comme tu le dis, d'aligner son être? Ouais, bah c'est le but, ouais, c'est de le faire en fait étape par étape, et puis d'arriver au final en fait avec une nouvelle voie, que ça soit créée ou celle qui nous correspond vraiment, et sur lesquelles on puisse avoir un impact certain, quelle que soit l'échelle, et puis ensuite de vivre sa vie avec aussi. C'est le but étant de vivre de ses talents demain. Et c'est pour ça que notamment dans la dernière partie, je parle aussi en fait du changement systémique nécessaire pour pouvoir faire que chacun puisse vivre de ses talents demain. Et je parle justement, pour rester sur la thématique du rêve, de l'acronyme du rêve. Mmh. Pour vivre sa vie de rêve avec un certain appui étatique du rêve, qui est l'acronyme de revenu essentiel de vie engagée. Mmh. C'est-à-dire en fait quand on a une activité qui a une utilité publique, de pouvoir effectivement bénéficier d'une aide de l'État aussi, chemin faisant, parce que ça peut prendre du temps en fait pour développer sa voie. Se changer soi, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce qu'on n'est pas déjà une sorte de meilleure version de soi-même justement? Moi, je Qu'est-ce que tu vois comme résultat, dans des gens qui font le parcours de ces 4 escales? En fait, moi, je travaille pas sur la meilleure version. En fait, c'est des termes comme ça de meilleur, de perfection, de performance, d'exigence. Je trouve que c'est des termes anxiogènes. Et en fait, de la même façon, la compétition, tu vois, c'est beaucoup plus noble la collaboration, même d'avoir Coopération. des partenariats, etc. Sur et la plus belle version, c'est pas celle non plus qui va forcément te faire gagner plus d'argent, mais plus développer l'art des gens. Et je pense que on est en train de shifter vers un modèle où, ouais, c'est plus devenir soi dans sa plus belle version, et vraiment dans sa plus belle version. C'est-à-dire que c'est pas celle qui est la plus performante, la plus show-off, la plus truc. C'est juste en fait, ouais, juste ce supplément d'âme que tu offres au monde, et dans une certaine forme de sérénité, et puis ouais, de paix intérieure et de paix avec le monde aussi. C'est aussi ça, cette notion d'harmonie. Donc ouais, donc c'est moi, je vois en fait les regards des gens en fait que j'ai en face de moi et qui ont évolué à travers justement ces process-là, et puis le fait de s'accorder avec son point génial, de le trouver. Mais je vois en fait même la réaction que les gens ont quand ils trouvent leur point G, quand ils trouvent ce mot qui peut être un mot composé, qui peut être aussi un mot qu'ils inventent eux. Et en fait, je sens en fait même ouais, je sens qu'il y a parfois des larmes dans les yeux, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime aussi, et puis de l'évidence, comme un orgasme. Mais en fait, il y a ce truc-là
ouais, c'est beau déjà et en fait, on est connecté. Moi, tu vois, quand je demande les mots-clés en entreprise, par exemple, j'ai jamais des mots, comme, des mots vraiment de compétences techniques, d'informatique, de trucs Oui. et cetera. C'est toujours des valeurs humaines et c'est ça, en fait, ça fait ressortir vraiment l'être humain plutôt que le faire humain Mmh. et donc c'est, Comme dit Franck Lobvet, c'est vrai que dans la mission de vie, on voit rarement des gens qui disent moi, mon objectif, c'est d'être derrière un camion poubelle et de ramasser les poubelles. c'est ça. On voit toujours des choses assez merveilleuses, extraordinaires, belles émerger. Ensuite, c'est tout un chemin de pouvoir aussi accéder à ça. Ouais, puis c'est aussi alors oui, clairement et puis c'est aussi un chemin déjà de partir de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que, tu vois, je pense que notre éducation, alors on est dans un système assez cartésien de séparation des éléments, et puis l'éducation qu'on a reçue, elle est plus basée sur l'acquisition de connaissances mentales, intellectuelles que l'épanouissement, personnel, individuel, tu vois, de son cœur, de son corps, de son âme et cetera. Donc c'est déjà de renouer avec ça pour ensuite, se découvrir vraiment en tant qu'être, de lumière. Mmh. Est-ce que ce mot-clé, pour toi, par exemple, c'était harmonie et qui tu as parlé aussi d'équilibre. Est-ce que, il bouge dans le temps pour ne pas justement se figer à une époque de notre vie ou à un moment où on a effectivement cette, vision un peu orgastique de ce mot? Je dis orgastique, comme le disait, William Reich et non pas orgasmique, hein, précisément. Ce mot évolue dans le temps? Bien sûr, il peut évoluer dans le temps, pour en avoir plusieurs en même temps, mais le but étant de le faire évoluer aussi, le cas échéant. Moi, il a jamais évolué parce que c'est vraiment ce truc-là qui m'a vraiment, frappé, et qui me donne aussi, ouais, un sens à ma vie, personnelle et professionnelle aussi. Et donc oui, ça évolue avec le temps quand on se cherche. Moi, après, je pense que c'est le mot qui, tu vois, par exemple, si je dois faire un tatouage un jour sur moi, c'est ça que je mettrais, le Tu mot mettrais harmonie. harmonie? Ouais, vraiment. Mmh. Mais ouais, après ça peut changer, en fait, dépendant justement des différents parcours de vie. Toi, le poète, quel mot-clé tu aurais envie de donner au monde, ce qu'on traverse, ce qu'on vit actuellement? Au-delà de l'harmonie? Oui, un mot-clé pour le monde, justement, en passant du «je» au «nous». Moi, j'aime beaucoup ce mot de la reliance. Je Mmh. trouve que c'est un très beau mot et que j'avais pas dans mon champ lexical, avant 2 ans Ouais, qui est un peu nouveau quand même, ouais, enfin nouveau. ouais. Ouais, enfin, qui revient Ouais. dans le champ lexical commun et collectif et dans l'imaginaire collectif, pardon. Et ouais, je trouve que c'est un très beau mot, en fait, de relier, à la fois la vie, les êtres, les mondes, et puis nous ensemble, en fait. C'est une métaphore de coécrire, co-créer l'avenir ensemble et puis, sur toute forme de vie. Mmh. Donc ouais, la reliance, j'aime beaucoup ce terme-là. Edgar Morin, que tu cites dans le livre, parle de réunifier les 2 tissus de la vie, à ne faire qu'un avec soi-même et avec le monde, à embrasser, son être justement. Tu parlais de reliance aussi avec soi et le fameux, One Life que j'attribue aussi aux philosophes, postmodernistes, je pense à Andrew Cohen ou même peut-être Ken Wilber aux États-Unis. C'est important? Ouais, clairement, cette vision holistique, en fait, et notamment, c'était ça, ce que je disais tout à l'heure sur le côté non-séparation des éléments. Le livre est préfacé par, Satish Kumar, Oui, qui est heu, ce philosophe, sage indien. indien et qui a écrit un livre qui s'appelle en anglais, Soil, Soul and Society. Mmh. C'est donc, un triptyque pour une trilogie, en fait, d'un système entre, l'âme, la terre et la société. Et de non-séparation des éléments et je pensais ça, en fait, on est en train de shifter dans cette matrice, mentale vers quelque chose où tout est relié et toutes les formes de vie sont reliées. On est dans une danse de l'interdépendance et de l'abondance en même temps et le but aussi, pour nous, êtres humains, c'est aussi d'être, dans la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on chante et ce que l'on danse. Mmh. Satish Kumar, tu l'as rencontré en allant, en Angleterre au Schumacher College, c'est ça? Non, je l'ai rencontré au château de Millemont, dans un événement de Changemaker où, lui faisait un talk pendant une journée et moi je faisais une interlude poétique et qui s'appelait Gaïa en harmonie en Mmh. anglais et en fait à l'invitation d'Olivier Morel et en fait, ça a été une rencontre poétique.
C'est ma plus belle rencontre poétique à ce jour. C'est-à-dire que je suis passé sur scène. Je pense qu'il a adoré en fait ce que j'avais déclamé comme vers. Et moi, j'adorais déjà en fait ce que lui faisait. Et en fait, on a connecté comme ça en fait à travers la poésie, la magie des mots, parce qu'en fait, il y a une part d'intimité qui est délivrée en fait là-dessus. Et donc ça a été une très belle rencontre. Et donc, il m'a fait l'honneur et la gentillesse de m'écrire une préface comme Rilke, Lettre à un jeune poète, qui est un livre que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te touche vraiment chez lui en particulier? Son combat de vie, sa détermination, sa sérénité, sa douceur, son pragmatisme aussi. Et ouais, et puis son influence positive en fait sur tous les êtres humains qu'il croise. Alors beaucoup de personnes sont en reconversion aujourd'hui, cherchent leur talent, leur point G. Pourquoi est-ce qu'on choisit mal notre vocation? Qu'est-ce qui se passe là dans l'éducation? Ivry, ou est-ce que finalement c'est un passage initiatique, un chemin et on doit en passer par là, un peu comme l'humanité qui cherche son chemin, qui a du mal à trouver peut-être sa pleine vocation? Ouais, mais qui est en chemin et toujours en évolution positive, Oui. pour l'humanité en l'occurrence, vers une spirale dynamique plus collective comme étape à venir. Non, c'est l'héritage en fait de l'éducation du XXe siècle en fait, et des besoins d'emploi issus de l'après-guerre, c'est juste ça. Et ce qui est en train de changer aujourd'hui en fait, avec les nouvelles manières d'apprendre à l'école, qui sont beaucoup plus créatives et autonomes et épanouissantes. Tu sais, c'est comme la poésie. Moi, on est tous entrés en poésie en fait avec le fait d'écrire, d'apprendre des poèmes par cœur et de faire des commentaires composés sur des poèmes et des poètes qui ont 3, 4, 5 siècles. Et en fait, où on a du mal à s'identifier. Et en fait, je pense que la plus belle entrée en poésie, celle qui marque, celle qui reste, c'est le but aussi de la poésie, en fait, c'est d'écrire. Oui. D'écrire pour devenir et puis faire advenir l'avenir dont on rêve. Et donc, parce que le poète, en fait, à la base, le poète, c'est celui qui est au cœur de la cité en train de donner un horizon à voir. Et donc, justement, c'est l'expression de ses rêves, c'est la libération de la parole où tout est possible. Et c'est là où, justement, quand on est enfant, mais justement, c'est ça le merveilleux aussi, c'est c'est Francine Becca qui disait que il n'y a pas de plus belle œuvre d'art que le cœur d'un enfant. Et donc c'est pas une explication de texte. Moi jamais, en fait, par exemple, tu vois, jamais je fais des concours de poésie, jamais je hiérarchise un poème par rapport à un autre. On s'en fiche, c'est un exercice de style. Ce qui est beau, c'est de voir en fait l'imaginaire des êtres humains en fait qui ressort en fait dans le monde. Développe aussi beaucoup avec le rap, le slam, etc. Exactement. Ouais. Et donc donc tout ça en gros est en train de changer sur le côté orientation. Et donc je pense que là où l'orientation en fait jusqu'ici est faite pour que tu puisses trouver un emploi directement de manière classique, est en train de shifter. Tu vois, justement, le fait qu'il y ait moins de CDI, moins d'emplois, chacun est potentiellement à être amené à être freelance ou développer sa propre voie. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a un potentiel étatique, notamment s'il y a un enjeu collectif dessus. C'est de regarder en fait à quoi on peut être utile aussi au monde et ce qui peut nous donner un sens à notre existence. Et ça peut être certains emplois déjà classiques, mais ça peut être aussi autre chose où justement on mélange des talents et une compétence. Ou même quelqu'un qui est salarié, de mettre un talent caché ou de personnifier ou de singulariser un petit peu plus sa description de poste ou son titre, ou de partir dans une complète reconversion. Juste, tu vois, c'est pour ça que j'utilisais ce mot-là tout à l'heure, cette déterritorialisation. Je trouve elle est fondamentale aussi, en fait, de ce fait de s'affranchir de la première partie de sa vie, c'est-à-dire de son éducation, de son environnement. Et c'est pour ça les voyages initiatiques, quels qu'ils soient, tu vois, que ce soit sur un continent, soit sur un mois, juste en fait le fait de partir. Oui. Tu vois, d'essayer de s'affranchir en fait de son passé, de qui l'on est, et pour essayer de se découvrir soi, vraiment ce qu'on pourrait être dans un univers plus neutre. J'aime beaucoup cette phrase aussi de Mao qui dit que c'est sur une page blanche qu'on écrit le plus beau des poèmes. S'autoriser à créer et à être soi. En même temps, moi, j'étais très inspirée par Baudelaire. Quand j'étais en première, j'étais tombée sur un de ses textes au bac de français. J'ai vraiment adoré. C'est vrai que ça pourrait être un exercice intéressant, peut-être de faire les deux,
de faire peut-être un commentaire d'un grand poète ayant existé ou existant, contemporain. C'est vrai, pourquoi toujours prendre source dans des poètes moins contemporains. Et puis pourquoi pas créer son propre poème. C'est une bonne idée. Clairement, quand je disais ça, c'était pas pour ne pas étudier les poètes classiques ou autres. Mais c'est juste, en fait, c'est complémentaire, en fait, c'est complémentaire et juste en entrée en poésie pour donner le goût à la poésie. Et après, en fait, on va découvrir un petit peu tous les grands poètes de l'histoire aussi, et puis même poètes français. Moi, je suis aussi beaucoup inspiré par des poètes perses, comme Shiraz, justement Rumi, Hafez, et en fait où je trouve qu'il y a une vraie notion de sublimer la réalité, tu vois, à travers des jardins persans qui sont des jardins d'Éden. Je suis allé en Iran, justement, j'ai vu ça en fait de mes propres yeux, puis me recueillir sur les tombes de ces poètes-là, et puis les étudier, etc. Quel était ton thème en Iran d'ailleurs ? Le thème, c'était remettre en cause ses a priori. C'est-à-dire en fait aller voir le monde musulman au Moyen-Orient. Un thème par pays. Ouais. Et donc c'était ça, c'est d'aller voir de ses propres yeux en fait des zones ou des endroits en fait qu'on te catalogue. Et c'est un pays magnifique, pour info. Oui, je rêve d'y aller. Puisqu'on est dans les citations, tu cites aussi Kafka dans ton livre « Détruis-toi pour te connaître, construis-toi pour te surprendre. L'important n'est pas d'être, mais de devenir ». Qu'est-ce que ça t'inspire ? Cette idée aussi de destruction. Moi, j'ai souvent cette parabole, qui est une parabole de l'Évangile, qui est « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte du fruit en abondance », qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais qui revient à ça, finalement. Mourir à soi pour renaître. Ouais, c'est clairement cette notion de renaissance, de vivre différentes vies en une, de passer des caps, etc. Après, sur la partie de destruction et sur la transformation, tu es obligé en fait de passer par une destruction, d'abandonner quelque chose pour faire renaître autre chose. La fameuse métamorphose. Exactement. Après, moi, c'est vrai que je suis, tu vois, sur cette notion de développement personnel, j'en ai fait pendant 15 ans, et là, en fait, je suis sorti de ça. Et volontairement, parce que en fait, je suis arrivé à un équilibre où tu vois, d'avoir découvert mes talents ou quelle était ma voie, et puis aussi d'assumer mes faiblesses, mes imperfections, et en fait les mettre avec moi, et en fait d'être cool avec tout ça. Et en fait, et là maintenant d'être sur une route où en fait je déroule en fait ce que je suis en train de faire, qui je suis, je me pose pas de questions de me remettre en question. Alors sur des choses, des détails, oui, mais pas en tant que de personne. Et en fait, parce qu'en fait, il y a un moment donné où tu vois, cette citation de Picasso, où tu vois, de trouver ses dons et d'en faire don aux autres. Quand tu veux en faire don aux autres, c'est bien en fait d'être vraiment dans ta zone, dans ta niche, dans ton boulevard où tu peux tout faire, et aussi d'avoir confiance là-dessus plutôt que toujours te remettre en question, d'essayer de progresser, etc. Il y a un moment donné où tu peux aussi juste arriver à un certain stade où tu vois, t'as arrondi quelques angles, où tu as fait un peu la paix avec toi-même, juste à être cool, et en fait t'as accepté tel quel, et puis d'avancer avec qui tu es. Juste être. Exactement. Tu as commencé ce podcast par un poème de ton cru. Est-ce que tu as envie de terminer par une conclusion et un petit poème que tu as envie de nous lire, peut-être de ton livre, Vincent Avanzi ? Je vais, avec plaisir, je vais vous déclamer le poème d'introduction, qui est un manifeste de la planète rêve, qui est intitulé « Il était une fois dans l'être ». J'ai fait un rêve à la Martin Luther, ce matin entre la lune et la terre. 50 ans après avoir vu un homme accrocher la lune depuis la planète Terre, formulons le vœu que tous les humains décrochent leur propre lune depuis la planète rêve. Faisons de notre vie un rêve, grand comme l'univers, la tête dans les nuages, les pieds sur terre et le cœur sur nos pères. Telle est la loi de la gravité sur terre et de la légèreté de nos rêves, pour passer de la pesanteur à l'apaisante heure, de nul à lune. Décollage dans l'atmosphère vers une nouvelle conquête spéciale qui marquera le passage du siècle des Lumières à nos belles années-lumière, du plein emploi au plein exploit pour toucher notre étoile et trouver notre voie sur la route de soi avec tout son moi. Nous sommes tous nés sous le même toit, même toit, même toit, même toit. Un petit sacrifice pour l'homme, un grand bénéfice pour l'humanité. Le futur ne se souviendra pas d'un seul homme, mais de nous tous dans notre part d'humanité, de lumière et d'éternité. Alors il sera une fois, dans l'Est du verbe être, une ode à la vie de rêve, en harmonie avec la planète. Merci infiniment, une merveille. Merci Vincent. Merci à toi.
Je rappelle que tu es l'auteur de Trouver son point G et de nombreux livres comme Nirvanès, Sur la route de soi, La poésie de la vie, etc. On peut te retrouver sur ton site internet vincentavandy.com, c'est bien cela ? Oui, et sur le blog Odyssée humaine, vous avez plein de poèmes et sur l'être humain et le monde de demain. Eh bien, c'est absolument génial. Je t'en remercie. Merci et bon voyage vers demain. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagé de nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.